Bonjour Marie. Salut Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis Merci à toi. contente qu'on se rencontre enfin. Pareil. On s'est déjà rencontrés. Oui, sur Télématin. Sur Télématin. Donc voilà, c'est à mon tour de te recevoir chez moi, dans mon studio. Et je suis ravie qu'on déroule ensemble ton histoire de mère qui n'a pas été sans rebondissement. Exactement. Et je suis contente aussi parce que cet épisode, au-delà de raconter ton histoire, va être un épisode de prévention. Tout à fait. Et quand on peut lier une belle histoire à de l'utilité publique, tu sais à quel point nous, on est là pour ça. Exactement. Aussi. Donc, je vais te demander de te présenter, de me donner ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, Marie. Tu connais ces petites questions. Tout je à crois fait. que tu écoutes quelques épisodes. Tout à fait. Alors, je suis Marie Portolano, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis journaliste, je suis née à Paris, j'ai été élevée à Paris, j'ai tout fait toute ma vie à Paris. Et ma famille est aujourd'hui composée de mon mari Grégoire et de nos 2 enfants et demi, parce qu'il a élevé aussi mon premier fils, qui n'est pas le sien biologiquement, mais qui est le sien affectivement. James, qui a 10 ans, Lino, qui a 2 ans et demi, et Ella, ma petite dernière, qui a 9 mois. Donc, tu as eu, toi, 2 vies de mère avec 2 hommes différents. On va dérouler tout ça. Alors, toi, tu as grandi dans quelle famille, Marie T'es arrivée donc il y a 39 ans. 85. 85. Moi, je suis née dans une famille. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3. J'ai 2 frères qui sont plus jeunes que moi, mais très rapprochés, 1 an et demi et 4 ans. Avec des parents qui sont encore ensemble aujourd'hui. Enfin, vraiment famille très classique. Qui t'a donné envie toi-même rapidement de construire une famille ou pas spécialement ? Ah si, non mais moi je voulais des enfants à 15 ans. Enfin, d'accord. J'adore les bébés, j'adore les enfants. Je suis toujours celle qui, en vacances avec des potes, m'occupe des enfants, fait des activités avec eux. Je peux m'arrêter dans la rue parce que je trouve qu'un bébé est mignon. Enfin, vraiment, j'adore ça. Donc, à 22-23 ans, je me disais, bon, j'attends quand même 25 c'est bien et tout. Et j'ai fini par tomber enceinte à 28 ans. Eh oui, avant 30 ans. Avant 30 ans, ouais. Et donc, l'envie d'être maman et l'envie d'être journaliste étaient... On grandit en parallèle ou il y en avait une qui était plus forte que l'autre ? Moi, en plus, je suis fan de foot à la base. J'ai tout fait, toute ma carrière pour être dans le sport. Donc, j'ai fait une école de journalisme pour être journaliste sportive. Donc, tout était... En fait, c'est assez clair depuis le début. C'est-à-dire, je veux une famille nombreuse, je veux plusieurs enfants et je veux être journaliste sur les terrains de sport. Donc, je faisais tout en fonction. Je faisais mon école de journalisme, mes stages. Je rencontre un mec génial, qui est toujours génial, qui est le père de mon premier enfant. Je me dis, bon, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, peut-être c'est le moment. Enfin, et pour moi, il n'y avait pas de... Les choses n'allaient pas s'opposer. Au contraire, c'était mes 2 trajectoires. Vie pro, vie perso, tout roule, quoi. Et tu as réussi les 2, ce qui est quand même génial. Pourquoi cette passion du foot ? Mes frères. Tes frères. Mes frères qui me forçaient à regarder quand j'étais petite. Alors que moi, je voulais regarder Buffy contre les vampires. Bien sûr. Comme toutes les filles de 11 ans. Et non, je devais regarder les matchs de foot avec eux. Et puis finalement, les samedis de foot avec mes frères, ça devenait... je l'attendais, en fait, finalement. C'était vraiment sympa. Et donc, tu es devenue journaliste à quel âge ? J'ai commencé à 25 ans à peu près, les stages, etc. Et puis beIN Sport qui se monte en France. Donc je suis recrutée par beIN Sport, je reste 2 ans et Canal vient me chercher pour une émission extraordinaire que je regardais, qui était vraiment la messe du foot en France. C'était le Canal Football Club sur Canal. Et il me propose d'être coprésentatrice de ce truc. Je me dis, mon Dieu, et je suis enceinte. Ah oui, ça c'est fou. Ah oui. J'apprends que je suis enceinte le 16 avril 2014. Il m'appelle le 1er mai 2014. Et je me dis, non mais là, c'est le pire moment de ma vie. Ah ouais. Parce que c'est mon émission de rêve, vraiment. Et je me dis, non mais là, c'est pas possible. Je viens d'apprendre que je suis enceinte de mon premier enfant et il m'appelle pour me recruter. C'est une catastrophe, c'est atroce. C'est horrible. 2 très bonnes nouvelles pourtant, mais qui ne vont pas ensemble, qui ne sont pas compatibles. Et qui sont finalement compatibles. C'est ça qui est fou. C'est que moi, donc je suis enceinte, ça se passe très bien, j'ai pas de nausées, j'ai pas de fatigue, je suis vraiment hyper en forme. Donc je fais mon processus de recrutement.
Ma mère me dit, ne leur dis pas que t'es enceinte, Ouais. tu leur diras quand tu seras enceinte de 3 mois. Là, voilà. Et toi, t'étais comment par rapport à ça? T'étais OK de cacher ta grossesse? Je me disais, tant que je suis en processus de recrutement, parce que pour rentrer à Canal, il y avait, je sais pas, j'ai fait 6 ou 7 entretiens. C'était j'imagine. hyper long. Ça a duré 1 mois et demi, un truc comme ça. Je me disais, tant qu'il n'y a pas de réel intérêt, je dis rien. Donc, je faisais mes entretiens. Est-ce qu'on t'a posé la question? Pas du tout. OK. Ah non, c'était vraiment... Et puis, arrive le moment où le directeur des sports, Cyril Linette, à l'époque, m'appelle en me disant « Écoute, ça y est, c'est bon, c'est toi. Tu peux venir signer ton contrat, il est prêt. » On avait parlé un peu avant de la négociation et tout. Et là, je dis très bien, je raccroche, je passe la nuit à me dire « Il faut que je lui dise. » Je ne me vois pas arriver... Parce qu'en plus, j'étais recrutée pour une saison qui allait débuter, mais plusieurs mois plus tard. Oh merde. Donc, j'allais arriver le ventre arrondi en disant « Hello, j'ai oublié de vous dire quelque chose. » Oui, bon, petit détail. Mais finalement... Voilà. Et donc, je me dis, ah ouais, il faut là, que je leur t'avais pas le dise choix. et tout. Bah oui. Ma mère me dit « Ne dis rien. Tu ne dis rien. » Ah, elle est marrante. Elle Ah ouais. voulait vraiment... Alors, ma mère jusqu'au bout. était haut fonctionnaire. Donc, grande carrière. OK. Grande responsabilité. Elle a eu 3 enfants également en étant haut fonctionnaire. Et elle me disait « Tu ne dis rien légalement. Tu n'as pas à leur dire. Donc, tu fais ton truc. » Oui, c'est vrai. Et j'étais quand même hyper gênée. Et je me disais, non, mais je peux pas. Donc, je passe la nuit à penser à ça. Et je me dis, demain, je vais l'appeler, je vais lui dire quand même que je suis enceinte. Et donc, je passe vraiment, mais je te jure, la nuit, je rêve des réactions du gars. Parce que c'est mon dream job, vraiment. C'est-à-dire, je me dis, il va me dire, écoute, on t'appelle l'année prochaine. Ou, zut, quand même, ça tombe mal parce que ça impliquait que je commence la saison en septembre et que je m'arrête en novembre. Ah oui, ça faisait court. Donc, c'est quand même très court. Donc, parce que t'accouchais en décembre. Ah oui, donc tu vraiment, pouvais pas tellement pousser plus loin. Oui, j'aurais pu en plus, mais bon... T'avais 3 mois, quoi, alors j'avais consacré. 3 mois. Et ensuite, je revenais fin mars, donc vraiment presque fin de saison. Enfin, c'était vraiment quasi une saison blanche pour moi et pour eux. Et donc, j'appelle Cyril Linette. Je dis son nom parce que vous allez comprendre pourquoi. Je lui dis, voilà Cyril, je vais venir signer mon contrat cet après-midi chez Canal, mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. Voilà, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Ça fait 1 mois. Et il me coupe la parole, il fait « Ah, mais c'est votre premier ?» Je dis « Bah oui, c'est mon premier. » Il fait « Oh là là, c'est tellement génial, j'en ai 4. C'est tellement la vie, les enfants. » Il me dit « Oh non, mais ça change rien. Moi, je vous engage pour 10 ans, je vous engage pas pour 1 an. Non, mais venez, il n'y a aucun souci pour moi. Ça fait que vous vous arrêtez quand ?» Alors, j'étais vraiment... Je dis « en novembre. » Il dit « Ah ouais, donc ça fait 3 mois d'antenne. » Moi, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Ah ouais. Meilleure réaction. Incroyable. Et réaction rare. Mais rarissime. C'est pour ça que je le cite à chaque fois. Oui. Parce que gros poste, hein. Oui. C'est directeur des sports de Canal, c'est... Ouais. Eh ben non, aucun problème. Comme même pas quoi, une il y en seconde. Il y en a, ça existe. Il y en a. Et tu es tombée sur lui. Donc, incroyable. Génial. Et pendant toute ma grossesse, j'ai été sans cesse encouragée. Il m'a demandé si je voulais continuer à faire du déplacement terrain quand j'étais enceinte de 6 mois, en me disant « Est-ce que tu te sens OK pour continuer à faire tes déplacements ?» Moi, j'étais OK, donc j'ai dit oui. Mais ça a toujours été très bienveillant. Et juste avant que je parte en congé, il me dit « Marie, tu pars en congé demain, t'inquiète pas, hein, en mars, tu reviens exactement là où tu as... » Tellement mignon. Non, mais, ah oui, donc t'étais même pas en stress de savoir si tu aurais toujours ta place à ton retour. Enfin, il n'y avait pas de sujet. Non, pas tu de sujet. savais qu'on te la gardait bien au chaud. Vraiment, incroyable. Ah ouais, donc vraiment une grossesse parfaite. Et une vie pro parfaite. Qui démarrait en trombe parfaite. Ouais. Et du coup, la grossesse s'est passée idéalement tout du long. Enfin, je veux dire, physiologiquement, c'était génial. À part le fait que j'ai pris 42 kilos. Waouh. Alors, quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Ils me disent, mais non, t'as pas pris 42 kilos. Je sais pas si on m'a déjà dit ce chiffre à ce micro. J'ai jamais entendu parler de 40 kilos. Je mangeais beaucoup mangé. Énormément, mais puis je faisais rétention beaucoup de rétention. Ouais. Et psychologiquement, ça allait? Hyper bien. Ouais, mais ça hyper t'a bien. pas impacté plus que ça? Non, parce que je me disais, c'est comme ça que mon corps a envie d'être accompagné dans cette grossesse. Je sentais que j'avais une dalle de malade. C'est-à-dire, je me réveillais la nuit pour manger. Donc, c'est quand même que mon bébé demandait à manger. Enfin, ou je ne sais pas si c'est lui, mais... Donc, je me disais, j'écoute
j'écoute ce que mon corps demande. Oui. Et ma gynéco me disait, mais vous vous rendez compte, vous êtes déjà à plus 15, vous êtes à 3 mois de grossesse. Ah ouais, t'étais déjà à plus 15, à 3 mois. Ok. Et elle me dit, là, c'est normalement le poids que vous auriez dû prendre sur l'intégralité de votre grossesse. Donc là, il faut vous calmer et tout. Et je lui avais dit, écoutez, je ne peux pas faire autrement. Donc, si vous n'êtes pas OK avec ça, je changerai de gynéco parce que j'ai vraiment besoin d'écouter mon corps. Et elle me dit, OK, je comprends. Et donc, elle m'a plus jamais emmerdée sur mon poids jusqu'à la fin de grossesse. Et même à la fin, alors c'est elle qui m'a suivie pour toutes mes grossesses, j'ai pris 40 kilos à chaque grossesse. Hein. Ah ouais, tu spoil la mort là. À chaque fois. Et tu as eu aussi de la chance là, à ce niveau-là de tomber sur une gynéco qui t'a entendu. Oui, parce mais que combien font faire des régimes. Mais je pense que j'étais tellement sûre de moi dans le truc, c'est comme ça. Et en fait, je ne vais pas vous écouter si vous me dites de faire attention. Je ferai attention si jamais j'ai envie, mais si je n'ai pas envie de faire attention, je ne ferai pas attention. Donc, non, elle a été super aussi. Et alors, l'accouchement était aussi idyllique que le reste ou pas ? Non, alors ça s'est bien passé, 31 décembre. Donc, ah oui, t'as accouché le 31 décembre. Contraction, tout va bien, péridurale, tout va bien, jusqu'au moment de la poussée où en fait il sort pas. Donc, césarienne d'urgence. Mais vraiment, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir. Je sais que j'ai mal pris sur le moment de me dire que je partais en césarienne. Mais en fait, pas de douleur, donc tac, le bébé sort et on te le met sur toi, et puis en fait, il va bien, donc tout va bien. Enfin, vraiment, bon accouchement. Bon, génial. Ouais. Comme quoi, il y a des césariennes d'urgence, code rouge. Ouais, c'était code rouge, ouais, exactement. Ouais, qui peuvent bien se passer, et c'est important de le dire. C'est pas forcément dramatique ou traumatisant, surtout. C'est surtout, moi, mon angoisse, c'était la douleur. J'avais peur d'avoir mal. Ton mec a pu vous suivre au bloc ? Ouais. Ok. Et donc, tu n'étais pas endormie complètement ? Non. Ils ont gardé la rachis-anesthésie juste sur le bas. Exactement. Okay. Alors, ceci dit, je te dis que ça s'est bien passé, mais j'ai fait une hémorragie quand même après. Non, mais la meuf. Donc, oui, alors en fait... c'était un code rouge hémorragique. Oui, c'est vrai que en fait, finalement, ça s'est pas méga bien passé, mais tu vois, comme quoi, la maternité, le bliss. Oui, tu as gardé le meilleur. Ouais, tant mieux. Et alors, la rencontre avec ce petit garçon. Moi, incroyable, mais tellement fou d'amour. Fou d'amour. Mais tout de suite, tu as pu le voir au bloc ou on te l'a embarqué ? Non, ils me l'ont mis sur moi, puis ensuite, ils l'ont embarqué. Et non, moi, j'ai eu cette chance parce qu'en plus, vraiment, à l'époque, en 2014, il n'y avait pas tous ces discours autour du postpartum, de la difficulté parfois de connecter avec son bébé et tout ça. Mais j'avais entendu des histoires de gens qui me disaient « Moi, j'ai mis 6 mois à tomber amoureux de mon bébé » et je me disais « Ça peut m'arriver. » J'étais OK avec ça. Et j'ai eu cette chance que les 3, c'est à chaque fois un émerveillement fou, quoi. Coup de foudre et connexion immédiate. Est-ce que tu voulais l'allaiter, ce premier bébé ? J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et je le répète, en 2014, il n'y avait pas tout cet accompagnement-là. Donc, personne ne m'a vraiment expliqué comment le mettre, etc. Donc, j'ai abandonné. Alors, j'avais la chance aussi d'être avec un mec. Je lui disais, j'arrive pas. Alors, c'était une douleur pour moi de ne pas y arriver. Donc, je pleurais beaucoup. Baby blues, je pleurais. Je me disais, j'arrive pas à l'allaiter, etc. Et il me dit, stop, tu n'allaites pas. On va donner le biberon. Et moi, comme ça, je vais prendre le relais. Enfin, on est OK là-dessus. Moi, il n'y a pas de problème. Tu arrêtes. Enfin, je ne veux pas que tu souffres. Donc, on arrête et on passe au biberon. Tu as présenté les avantages aussi d'une répartition de l'allaitement. Enfin, pour nourrir votre bébé. Et alors, toi qui rêvais depuis des années de devenir maman, c'était comment là d'accéder à ce statut, à ce rôle de mère ? Franchement, hyper bien. J'ai eu cette phase de pleurs intenses à la naissance. Quand on est rentré après 5 jours d'hospitalisation, je pleurais pour rien. Je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, pourquoi je suis mal à ce point-là alors que je suis hyper heureuse. Et j'en ai voulu à ma mère de ne pas m'avoir prévenue. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi je pleure autant ? Elle me fait... Ah oui, ça c'est parce que c'est les hormones qui descendent. Mais tu vois, je me dis, moi, à chaque fois que j'ai une amie qui va avoir un bébé pour la première fois, je lui dis, écoute-moi, c'est normal, ça va passer, vraiment. Oui, c'est chimique en fait. Oui, c'est chimique. Tu pleures, tu n'y peux rien. C'est comme ça, et puis tu te sens
tout d'un coup vide, tout d'un coup rempli. Enfin, c'est le baby blues, quoi. Mais oui, ça s'est très bien passé, à part le fait que j'ai quitté le père de mon fils 1 an après la naissance de notre enfant. Donc, votre finalement, couple n'a pas résisté. Est-ce que tu penses que vous avez vécu le fameux baby clash ? Non, même pas. Notre fils a dormi à 3 semaines, il faisait ses nuits entières. Donc, aucune raison de s'embrouiller. Il mangeait bien, il dormait bien. C'était hyper facile. Non, c'est juste qu'on était au terme, je pense, de notre relation à nous en tant que couple. Et d'ailleurs, ça s'est hyper bien passé. Très belle rupture. Vous avez réussi votre rupture. Ouais, complètement. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Ça faisait 10 ans à peu près. 10 ans, ouais, quand même. Mais d'ailleurs, quand on a annoncé aux gens qu'on se séparait, les gens étaient surchoqués. Et c'est marrant parce qu'on en parle encore aujourd'hui. La veille de notre séparation, on fumait des clopes sur notre balcon en discutant de la politique de la vie. Donc vraiment, je sais pas comment expliquer, on s'est séparés comme si on était des amis qui se disaient au revoir. Mais je le dis souvent, en fait, on s'est séparés avant que ça clash. Ouais. On s'est séparés au bon moment. Parce que si on était restés ensemble, on se serait trompé, on se serait menti, et donc on se serait haï. Et je pense qu'on a pris la bonne décision au bon moment. Vous avez eu l'intelligence, effectivement, et la lucidité de voir que, de toute façon... on n'était plus amoureux. On s'aimait, mais on n'était plus amoureux. Ouais. Et du coup, votre fils ne vous a jamais vraiment connus ensemble ? Non. Et alors, c'était atroce parce que moi, j'ai une famille donc classique, des parents qui sont hyper libertaires pour la GPA, par exemple, pour la PMA pour les femmes seules. Mais quand il s'agit de leur propre fille, c'est autre chose. Donc, c'était genre, non mais attends, tu te rends compte, ton fils n'aura jamais de famille, c'est atroce, il a 1 an, il est si petit, etc., etc. Et je me souviens de m'être mise face à ma mère et de lui avoir dit, elle m'a dit, qu'est-ce que tu lui diras quand il te demandera, quand il dira, mais pourquoi vous êtes séparés quand j'étais si petit, est-ce que c'est de ma faute ? Et je lui ai répondu, je lui dirais que c'est ça la liberté. C'est qu'en fait, tu peux tout faire dans ta vie. À partir du moment où tu te sens libre, c'est la liberté. C'est la liberté de dire, on a un bébé qui a 1 an, s'il est tout petit, mais on est libre de faire ce qu'on veut de notre propre vie. À partir du moment où lui, il est sécurisé dans un environnement d'amour et de respect les uns des autres, il suivra et je lui dirai, voilà, moi j'ai choisi d'être libre. Et je trouve que c'est exactement ce qu'il faut dire en fait aux femmes qui se disent j'ai envie de quitter, je le déteste, mais j'y arrive pas. Non, soyez libres, justement, c'est la liberté, quoi. Tu prêches une convaincue. Non, mais bien sûr, quel que soit l'âge de l'enfant, se prioriser, c'est essentiel pour son bien-être à venir, et le nôtre et celui de nos enfants. Et alors, c'était comment justement de réinventer cette parentalité à peine 1 an après être devenu parent? Comment vous êtes organisé, un tout petit comme ça de 1 an? Est-ce que vous êtes tout de suite passé en garde partagée ou est-ce que c'est toi qui l'as plus gardé? Alors déjà, on n'a pas quitté notre appart. C'est nous qui avons alterné. Ouais. Donc on s'est dit, tant qu'il est petit, on le garde dans ce système-là. Moi, je restais avec lui 4 jours dans l'appartement et son père 3 jours. D'accord, ok. Et donc vous aviez chacun pris un autre appart? Lui, il allait chez des copains pendant les 4 nuits ou il alors squattait chez des potes. Ok. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un. C'est ça. Enfin, quelqu'un qui est mon mari actuel. Donc, très peu de temps après. Je pense qu'on s'est quittés au mois de juin et que début juillet, j'étais déjà en train de parler avec lui, quoi. Et vraiment, je l'ai rencontré après avoir quitté le père. C'est pas pour lui que tu as quitté le père de ton fils. Tu l'as rencontré comment, le Grégoire? On s'est rencontrés sur un plateau télé. Oui. En 2013, donc 2 ans avant, 3 ans avant même, quasi. Parce que Grégoire est comédien. Oui, Grégoire est comédien. Et il m'a écrit sur Instagram, vraiment la base, la basique, un truc, une reprise de contact. Et c'est marrant parce que j'ouvre mon Insta, je vois qu'il m'écrit et je me dis, tiens, ah ouais, ok, marrant. Et donc, on discute. Et puis, aujourd'hui, on peut tomber amoureux par message. Enfin, je crois qu'on a parlé pendant 1 mois sans se voir, mais à base de 150 messages par jour, on se découvrait comme ça, quoi. Tu as dû halluciner, j'imagine, de retomber dans une histoire comme ça immédiatement. Enfin, t'étais dans quel état d'esprit, toi? Tu sais, moi, vraiment, je suis la vie.
Je You suis go ce qu'on with the me... flow. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, cool, ça me fait penser à autre chose que ma rupture. Oui. C'est sûr. Et puis, je suis très vite tombée amoureuse. Et lui, je sentais que lui aussi. Donc, c'est allé assez vite. Donc, à cette époque-là, t'as quoi? T'as 30 ans à peine? J'ai 30 ans. Ouais, c'est Ouais. ça. Je viens d'avoir 30 ans. Tu viens d'avoir 30 ans. Lui, Grégoire, il est célibataire, sans enfant? Célibataire sans enfant. Il a Ok. 33 ou 34, un truc comme Ouais. ça. Et donc, nouvelle histoire qui démarre, là. ouais, nouvelle histoire. Et pour lui, c'était comment de rencontrer une femme, déjà mère d'un petit garçon, si petit en plus? Si petit. James avait donc 1 an et 8 mois, un truc comme ça. Et lui, tout de suite, me propose de venir vivre chez lui. Ah oui. Parce que je lui dis, bon, on est quand même sur un... Donc, j'allais dormir chez Grégoire quand j'étais pas avec mon fils. Oui. Et au bout d'un moment, on parlait, je me disais, bon, faut peut-être que je prenne un appart quand même. Et il me dit, venez chez moi. Et je me souviens d'avoir été extrêmement agressive parce que, en fait, ça m'a agacée. Sa nonchalance m'a agacée. Je lui ai dit, mais en fait, je crois que tu te rends pas compte que je ne peux pas venir chez toi. Et si dans 3 semaines, 1 mois, tu me dis, ah non, en fait, c'est trop, un bébé, c'est... Waouh. Je ne peux pas repartir avec mon fils. Enfin, c'est pas possible. Donc, je dis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me proposes? Mesure bien la chose que tu proposes. Oui. Un bébé d'un an et demi, c'est des couches, des biberons, des maladies. Enfin, c'est toute une organisation. Oui, une charge, une vraie charge. Une vraie charge. Ouais. Et puis nous, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Donc vraiment, très rapidement. Oui, c'est audacieux. Enfin, ou alors c'est une évidence. Et donc, du coup, on s'embrouille. Je lui dis, non mais attends, tu te rends pas compte, toi tu es dans ta vie de célibataire, tu vas te retrouver avec une fille et son enfant, tu te rends pas compte. Et puis, je sais pas pourquoi ça m'agaçait tant, je trouvais qu'il était inconséquent. Ouais. Et je vais bosser, et il m'envoie des messages pendant la journée en me disant, reviens ce soir, j'aimerais qu'on termine cette discussion, reviens à la maison. Et donc, je lui dis, ok, je viens. Donc, je sonne à la porte, il m'ouvre. Et il avait fait une chambre d'enfant. Non. Il était allé chez Ikea le matin. Il était allé acheter une table à langer, un lit, parapluie, les petites lettres James sur la porte. Et vraiment, je me dis, ok, soit c'est un malade mental, soit il est fou, soit c'est l'homme de ma vie. Et c'est ok, quoi. Mignon. Incroyable. Mais donc, toi, T'as baissé les armes. Je me suis dit, il a compris en fait ce que c'était. Enfin, je sais pas, je me suis dit, ok, là il me dit, je saute avec toi. Donc je me suis dit, let's go. Je viens avec mon fils. Là, c'était quand même la preuve, enfin en tout cas, il redoublait de preuves d'amour et d'engagement. Incroyable. Et puis il a une relation, tout de là. suite avec mon fils, il y a un truc qui se passe entre eux. Il est vachement en demande d'apprendre. Quand il pleure la nuit, ce qui n'arrivait pas souvent en plus, mais il me dit, est-ce que je peux y aller? Hyper, génial. Génial. Paternel, Très paternel. Même avec un enfant qui n'était pas le sien. Exactement. Il s'était déjà rencontré, il l'avait déjà croisé. Oui, on avait fait des petits après-midi au parc et tout ça, mais sans plus. Non, je crois qu'on était partis en week-end tous les 2, tous les 3. Il avait eu une relation avec lui quand même avant. Quand même un peu. Mais voilà. Donc. Mais lui vient d'une famille de 5 enfants, très très famille. Les parents sont très unis, les frères et sœurs sont une bande, une troupe. D'accord. Donc vraiment. Ça lui faisait pas peur en non, fait. Je crois que petite enfance, Aucun problème. Au contraire, il en demandait, il en redemandait. Et lui, il était comment justement par rapport à son désir de paternité? Est-ce que ça a été l'occasion d'en parler? Il était pas hyper chaud. Ouais. Je me souviens que moi, j'étais méga chaude. Moi, mais moi, je te dis, je voulais 5 enfants. Oui, c'est sûr. Donc, j'étais, il a presque 2 ans. Moi, je suis d'accord pour faire un bébé. Et lui était beaucoup plus... non, mais attends, déjà, trouvons notre rythme à 3. Avec Léo aussi, Léo qui est le père de James. Trouvons notre organisation. Ouais. Donc, ça a mis un peu de temps, évidemment. Léo a dû accepter que j'aille vivre chez un mec avec son bébé qui avait 1 an et demi. Justement. Comment ça s'est passé? Hyper bien. Hyper bien. Hyper bien.
Mais parce que j'ai essayé de faire le lien. J'ai dit à Léo, viens voir l'appartement, viens boire un café chez nous, tu verras comment il a fait la chambre. Donc Léo, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, hein, je précise, c'est vraiment un mec génial, est venu et a trouvé que l'environnement était OK pour son fils. Donc il a accepté, quoi. Donc Léo et Grégoire se sont très vite rencontrés autour de cet enfant, autour de James. Exactement. Et tout le monde a composé pour, en bonne intelligence, justement, pour lui. Offrir le meilleur environnement pour lui. Il est entouré d'amour, cet enfant. C'est vraiment... parce que Léo a rencontré sa compagne actuelle, avec qui il vient d'avoir un bébé d'ailleurs, à peu près à ce moment-là aussi. Donc, ok. Et toi, t'es devenue copine avec... Ça a mis du temps. Ornella. Mais là, par exemple, tu vois, c'est elle qui est allée me chercher mon cadeau de fête des mères, par exemple. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, trop bien. Et Léo et Grégoire s'entendent bien ? Oui, laisse tomber. Ils travaillent ensemble et tout. C'est les bisounours, quoi. Ouais, non, mais bon, franchement, mais ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Oui, et puis je pense qu'il faut pas se dire que, justement, je dis bisounours, c'est une caricature, mais c'est du boulot d'arriver à ça. Et ça c'est se fait boulot pas en un claquement de doigts. Et aussi beaucoup d'intelligence de chaque partie, c'est-à-dire vraiment de Léo, de Grégoire, d'Ornella, de moi aussi qui essaye de... Mais c'est un travail quotidien. Enfin, ça fait 10 ans maintenant qu'on est chacun avec notre vraie moitié actuelle. Je pense que tout s'est mis en place il y a quelques années, tu vois. Ça a mis 5-6 ans à bien se consolider. Et puis beaucoup de communication. Exactement. On s'est embrouillé 150 fois. Grégoire voulait plus voir Léo. Ornella voulait plus me voir. Enfin, c'est normal. Donc voilà, c'est arrivé à ce stade après des années de communication. C'est surtout ça, on se parlait vachement. Beaucoup. Bah, bravo. Et donc, avec Grégoire, vous découvrez une nouvelle vie au tout début de votre histoire, en fait. Votre couple démarre avec ton enfant au milieu de vous deux. Et toi, donc, cette envie de recommencer. Ouais. Et donc, je le pousse. Il me dit non, pas maintenant. Il cède au bout de combien de temps ? Je crois que j'ai commencé à l'emmerder avec ça, on va dire début 2017, et qu'on a commencé à essayer en 2018. Ok. Ouais, donc 1 an et demi. D'accord. Et donc finalement, un jour, il te dit, c'est bon, je suis prêt. Ouais. C'est ça ? Oui, il me dit, vas-y, ok. Non mais oui, moi j'ai un problème d'impatience dans ma vie. C'est mon plus gros défaut. Quand je veux quelque chose, je le veux immédiatement. Donc j'arrête la pilule et je ne tombe pas enceinte le mois d'après. Donc je me dis, il y a un problème. Et Grégoire me dit, doucement, tu te calmes, tout va bien, ça va peut-être mettre un peu plus de temps et tout ça. Et donc, le mois suivant, je dis, non, il y a un problème, ça va pas. Donc, je vais faire des tests qui décèlent une petite réserve ovarienne moyenne. Voilà, moyen. En gros, c'est, allez-y, quoi. Si vous voulez un bébé, c'est maintenant quand même. Ok. Donc, on attend. 4-5 mois, 6 mois, 1 an. Donc, t'imagines, moi, impatiente comme tout. Au bout d'1 an, j'étais déjà au bout de ma vie. C'est-à-dire vraiment, chaque mois était un supplice. Et puis, je refais des tests. Et là, ça commence à devenir un peu critique. Vraiment, je suis quasi préménopausée. Ah ouais. Donc, ma gynéco me dit, on va faire tout de suite une insémination artificielle pour y aller, quoi. On en fait une première, ça ne fonctionne pas. Une deuxième, ça ne fonctionne pas. Une troisième, ça ne fonctionne pas. Donc, on va passer au FIV. Sur combien de temps, tout ça, du coup ? Ça doit durer sur 1 an et demi, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais, 1 an et demi, 2 ans, peut-être. Tu devais être au comble de l'impatience, de la frustration, Non, ça allait psychologiquement, tu tenais. Je tenais. Il y avait des moments difficiles, parce qu'en plus, quand tu prends des hormones et que tu as les règles, t'as fois 1000 le syndrome prémenstruel, il est bien hardcore. Donc, je pleurais, mais je crois que je pleurais surtout parce que j'étais fatiguée du traitement, quoi. Non, j'arrivais toujours à trouver... Mais j'en avais un, en fait. Ça change tout. C'est sûr. Je me disais, tu vois, j'aurais vécu ça pour mon premier, ça aurait été très différent. Ouais. Mais quand même, je me dis, là, ça pue. Là, vraiment, c'est chaud. Combien de FIV J'ai fait deux ponctions. 2 ponctions, donc 2 anesthésies générales. Ouais. Et alors, à chaque ponction, tu arrivais quand même à avoir un peu des ovocytes. J'en avais genre 3. Notamment, un jour,
où le professeur qui me suivait m'appelle et me dit, la veille de la ponction, me dit « Écoutez, on ne va pas faire la ponction parce qu'en fait, il n'y en a pas. » Ah non, il n'y en a aucun qui a tenu, quoi. Aucun. Donc, il dit « Écoutez, je ne vais pas vous faire une ponction pour un follicule qui a grossi. Donc, on annule la FIV de demain matin. » Non, mais l'enfer. Ah ouais, ça, c'est horrible. Et il me dit « Venez quand même au cabinet, je vais vous faire une insémination artificielle pour pas perdre le cycle. » Donc, j'y vais. Et vraiment, je me souviens, il me dit « Ça va ?» Et je lui dis « Regardez-moi bien, dites-moi la vérité. Il y a combien de femmes qui ont fait ça et qui ça a marché ?» Il fait « 0. » J'ai dit « Bon, bah voilà. » Donc, je dis « Faisons-le. Ça ne marchera pas, mais comme ça, c'est fait, quoi. » Ouais. Et bien sûr, ça a marché. Tu as été l'exception qui a confirmé la règle. Ah ouais, incroyable. Bah, c'est vrai que refaire une insémination après un cycle de FIV, ça marche pas généralement. C'est très rare. Et je respecte aussi le professeur qui m'a dit « Je ne veux pas vous avoir fait faire un cycle pour rien. » Et ô combien tu l'as pas fait pour rien. Heureusement. Puisque c'était la fois qui était la bonne. Donc 4 ans, ça a duré 4 ans. 4 ans. 4 ans de PMA. Parce que je tombe enceinte en janvier 2022. Donc ouais, 3 ans et demi. 3 ans et demi de PMA. Waouh. On est trop heureux, c'est vraiment génial. Et c'est une nouvelle grossesse qui démarre, aussi merveilleuse que la première? Non, un peu malade. Ouais. Et puis surtout très stressée de faire une fausse couche. C'est ça. Parce que je me dis, là, si je fais une fausse couche, tout recommencer. Enfin, vraiment, j'ai énormément d'empathie pour les femmes qui font des PMA et qui font des fausses couches. Parce que te dire que tu dois tout recommencer, c'est vraiment... Donc, très stressée de la fausse couche. Là, James, à quel âge? Il a 7 ans. 7? Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu vois. Ouais, déjà. Ouais. 4 ans de... Oui. Ça plus ça fait 7 ans. Ouais. Il a 7 ans. Mais ça s'accroche. Ça s'accroche. Ouais. À l'époque, je présentais le meilleur pâtissier, tu vois. Ah oui. Et donc, du coup, les gâteaux et tout. Tu t'en es donné à cœur joie. Je prends énormément de poids. La grossesse se passe plutôt bien. Ouais. Césarienne programmée parce que première césarienne d'urgence. Donc, tout prévu, tout bien. Je me dis, j'ai même pas d'angoisse, tu vois. Même si j'aime bien ce moment où tu sais pas quand ça va arriver, mais au moins, je savais que j'aurais pas de douleur. Alors que moi, c'est c'est le truc qui m'angoisse. Donc, je me dis, super, pas de douleur, programmé, aucun problème. Oui, là, tu avais rendez-vous avec ton bébé. Exactement, rendez-vous avec mon bébé. C'est spécial, hein, ça. Ouais. Donc, un bel accouchement par césarienne. Un super accouchement par césarienne. Péridurale, rachis, anesthésie, de césarienne. Aucune douleur, je m'allonge. La césarienne, elle dure un quart d'heure. Le bébé sort, 4,6 kg. Une boule d'amour. Presque 5 kilos. Ouais. Et 3 semaines avant. Hein. Ah ouais? Bah oui, parce que la césarienne, c'est un peu avant. Moi, j'avais un peu de tension, donc il m'avait déclenché même avant. Donc 3 semaines avant, 4,6 kg, un énorme bébé, trop mignon. Donc Lino, qui naît en octobre. Ouais. Et l'amour fou, Grégoire et moi, on clique tout de suite avec lui. Mais vraiment. Grégoire me dit, je pouvais même pas imaginer ressentir ça un jour, quoi. Ça se passe super bien. Merveilleux. Merveilleux. Comment se passe ce séjour à la maternité? Tu as accouché dans la même maternité à Trousseau, que à pour Paris. James, à Trousseau. Donc, une maternité de niveau 3. Ouais. Ok. Comment ça s'est passé? Tu avais décidé de l'allaiter aussi, Lino? Donc ça marche. Ça marche. Ça marche, plus ou moins, mais c'est mieux qu'avec James. Je me sens vachement plus accompagnée par les sages-femmes. Il y a des consultantes en lactation, ce qu'il n'y avait pas avant. Oui. Donc là, je suis contente. Je suis accompagnée, j'y arrive, il prend, enfin voilà. Jusqu'à 2 jours de vie, où là, je trouve que Lino va pas bien. Je sais pas comment t'expliquer, je vois qu'il y a un truc qui cloche chez lui. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu remarques? Déjà, il boit pas bien, ni le biberon, ni le lait maternel. Donc, et tout le monde me dit, les sages-femmes comme les pédiatres me disent, c'est normal, il vient de naître 3 semaines avant son terme, il est fatigué, il faut qu'il se repose. En gros, voilà. D'accord. Donc, je dis, ok, très bien. 24 heures plus tard, je vois que il n'ouvre plus les yeux, par exemple. Et je trouve ça vraiment étrange. Et alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai eu un premier enfant. Donc, je me souviens de James qui ouvrait les yeux de plus en plus. Oui. Et là, Lino, il les ferme de plus en plus. Donc, je me dis, tiens, c'est marrant. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, je demande à chaque fois, je dis, oui, vous ne voulez pas le regarder quand même? Je trouve qu'il y a un truc qui, je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas.
tout va bien, ausculté, il va bien, non, il va bien, votre bébé, il n'y a pas de problème. Il est fatigué de la césarienne, c'est normal, ok, bon. Est-ce qu'il y a des moments quand même dans la journée, quand tu es seule avec lui, où vous vous regardez dans les yeux? Non. Non. Il n'ouvre pas les yeux. Ah, il n'ouvre pas les yeux de la journée. Au fur et à mesure, il dort. D'accord. Et donc il faut le stimuler pour lui donner le sein, lui chatouiller les pieds. Exactement. Tout ça. Et il hurle, il ne veut pas manger. Donc il y a un truc vraiment, tu sens qu'il y a un truc. Mais pourtant, cliniquement, tout va bien. Mais tu le sens inconfortable. Je le sens. Tu sens qu'il souffre? Oui, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Grégoire me dit, oui, mais il est fatigué, ils te disent qu'il est fatigué, donc tout va bien, ma chérie, t'inquiète pas, ça va aller quand on sera à la maison, tu verras, il va reprendre du poil de la bête et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, et moi, ça va pas. Je le regarde, et je le regarde toute la journée. Hein. Je me souviens de scruter sa tête et me dire, qu'est-ce que tu as? Et vraiment, j'étais presque en dis-moi ce que tu as, dis-moi ce que tu as. Et jusqu'au jour où on vient me demander de signer le bon de sortie et je refuse. Je dis, je ne signe pas le bon de sortie, mon fils va pas bien. Et tout le monde me dit, si, il va bien, il n'y a pas de souci, vraiment, je vous assure. Et donc, on reste jusqu'à 19h, je devais sortir le lendemain matin. Les sages-femmes viennent me présenter le bon de sortie, je dis, je ne signe pas. Ah bon, mais pourquoi? Parce que mon fils va pas bien, je le sais, il y a un truc qui va pas. Je ne veux pas partir de cette enceinte, je veux rester là tant que je suis pas sûre qu'il va bien. Donc, on me dit, on va de nouveau, Madame Bortolano, on va de nouveau appeler le pédiatre, mais ça fait 3 fois qu'il vient aujourd'hui, votre fils va bien, il faut vous détendre, vous inquiétez pas, etc. Je dis, je m'en fous, je ne bouge pas tant que le pédiatre ne vient pas le voir. Donc, la dame me dit, j'appelle le pédiatre, mais je dis que c'est pas urgent. Alors, je dis, déjà, vous dites rien du tout, vous appelez le pédiatre, et voilà, etc. Et qu'il vienne. Il n'avait pas de fièvre, Lino? Non. Pas de fièvre. Le seul symptôme... c'est qu'il dormait tout le temps. C'est qu'il dormait tout le temps. Ouais. Et toi, tes tripes qui te disaient, ça va pas. Il y a un truc qui cloche. Mais mes tripes, je le répète, de femmes qui avaient déjà eu un bébé. Oui. Donc, qui savaient plus ou moins, alors même si tous les enfants sont différents, etc., je trouvais qu'il y avait quand même un truc bizarre. Ça aurait été mon premier, j'aurais pas remarqué. Donc, le pédiatre arrive, le regarde, lui fait lever le bras, son bras tombe. Donc, il dit, tiens, ok, donc il le manipule un peu, il lui prend la température, 39,5 de fièvre. Et donc là, on change de vie. Là, c'est, ok, brancard, tac, soins intensifs, ponction lombaire. Donc là, je dis, quoi, de quoi? Mais comment ça? Et vraiment, c'est en une demi-seconde. Le pédiatre dit, ok, code, je sais plus quoi, enfin, je me rappelle plus de ce qu'il dit, mais c'est hospitalisation, urgence, bébé en détresse. Donc là, je me dis, ouais, ok, d'accord. Je vois le regard de la dame qui m'a dit, je vais chercher le pédiatre en disant que c'est pas urgent, qui me regarde avec un air de désolée, madame. Et elle me l'a pas dit, mais il n'y avait pas besoin de me le dire. C'était vraiment genre, ok. Et donc là, mais vraiment, quand je te dis, on change de... j'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont vécu une urgence vitale pour leur bébé, c'est ça. Oui, ça bascule très, très vite. Ça bascule très vite. Et puis donc, on descend aux urgences pédiatriques. Là, ils nous écartent de la chambre. Ils nous disent, vous ne pouvez pas rester. On fait une ponction lombaire en urgence. Donc, il faut sortir de la pièce. Et là, j'étais, mais non, mais je ne sors pas. Mon bébé est tout petit, il a 4 jours, etc. Et ils me disent, la dame, elle vient me prendre, elle me prend les bras, elle fait, vous ne voulez pas voir ça. La ponction lombaire d'un bébé, c'est genre hardcore apparemment. Heureusement que je n'ai pas vu, visiblement. Elle dit, vous ne voulez pas voir ça. Donc, vraiment, vous inquiétez pas. On est là. On l'accompagne, mais vous ne pouvez pas le voir. Donc, le pauvre. Et là, je le regarde. Bébé de 4 jours. 4 jours. Donc, il s'agissait de faire une ponction avec une aiguille dans sa colonne vertébrale, dans le bas de son dos. Pour voir ce qu'il a. Parce qu'en fait, ils ont tout de suite compris qu'il avait une méningite. Ils ont tout de suite compris que c'était ça. Parce que 39,5 de fièvre à 4 jours, ça n'existe pas, sauf si c'est une infection ou une méningite. Donc, oui, d'accord. Et puis le côté poupée de chiffon. Ouais, il y avait un truc. Aussi... il était clairement en train de perdre la vie. Enfin, vraiment, c'était ça. Il était en train de ses forces. Il était malade, quoi. Il était malade. Et donc. Et on te dit le mot méningite tout de suite ou pas? Non, ils me disent rien. Moi, la première chose que je dis, c'est est-ce qu'il va mourir? Parce que je me dis non, mais là, c'est pas normal. Enfin, en fait, c'est l'attitude des médecins où tout d'un coup, tu les vois courir, le prendre, se parler et tout ça. Tu te dis,
ah mais en fait c'est vraiment grave. Là c'est vraiment grave. On passe de j'ai une intuition à en fait là les gens sont en train de courir autour de lui pour le sauver. Une quoi. intuition et surtout j'étais censée sortir le lendemain matin exactement. et rentrer chez moi avec ce bébé malade. Ouais. Donc là vous restez sur le seuil de la porte. On reste sur le seuil, choqués tous les deux, vraiment parce que tout ça se passe en 10 minutes. Hein. Donc c'est vraiment, on avait commandé des sushis, donc on attendait le livreur. Donc tu sais c'est con mais on a le livreur qui appelle, qui est en bas de la maternité. T'es dans deux mondes. Donc choqué, on attend. Et personne vous dit rien pendant ce temps-là ? Non, mais ça dure pas très longtemps, tu vois. Oui, le temps de la ponction. Le temps de la ponction, ils reviennent, ils nous disent vous pouvez aller le voir, ça s'est bien passé. Voilà, Donc là, tu peux récupérer Lino ? Non, là, il est déjà sous fil et tout. Il est déjà hospitalisé, quoi. Et là, il ouvre les yeux après la ponction, pour la première fois depuis 3 jours. Donc, je le regarde et je lui dis, tu me raconteras tout. Toutes tes misères, tu me les raconteras. On est là, on bouge pas. Et vraiment, je lui prends la tête, quoi. Vraiment, je le regarde dans les yeux. Et là, il me sourit, alors qu'il a 4 jours. Et je te jure, Clémentine, il me sourit. Et Grégoire capture ce moment avec son téléphone. Et on voit ses yeux qui sourient. Comme s'il nous disait, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois. Et merci d'avoir compris que je n'allais pas bien. Exactement. Et là, il s'endort. Et catastrophe. Méningite, donc là on attend les résultats, il va très mal quoi. À quel moment on vous dit le mot méningite ? Je pense 5 heures après à peu près, on reçoit les résultats de la ponction. Ouais, et donc ils viennent nous voir, donc ils nous disent allez vous reposer dans la chambre qu'on avait encore, donc chambre de suite de couche avec toutes nos affaires, les sushis qui étaient du coup arrivés, et on monte, mais vraiment je pense qu'on était des automates, on était sonnés. Et là, ils nous disent reposez-vous, impossible. Et je me suis dit d'ailleurs, en fait, il faudrait endormir les mères. Tu vois, les 5 heures d'attente, elles sont horribles. Parce que tu te dis, mais... Parce que moi, je leur demande, c'est quoi le pire ? Ils me disent, le pire, c'est une méningite. C'est le pire. Tu sais ce que c'est, toi, à l'époque, une méningite ? J'en ai entendu parler parce que j'ai eu l'expérience atroce de perdre quelqu'un dans ma classe quand j'étais en première, d'une méningite foudroyante. Et en une semaine, le garçon de 16 ans, qui s'appelait Anthony, est décédé. Donc, pour moi, le mot méningite, c'est un truc mortel. Enfin, c'est un truc qui est associé à la mort, quoi. Et fulgurant. Mais quand on te dit le pire, c'est ça... Ils me disent le pire, c'est une méningite bactérienne. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs types de méningite. Mais bon, ça, peut-être ils prennent pas le temps de te l'expliquer. Ils me disent, si la ponction montre que c'est bactérien, c'est le pire cas de figure, mais ne vous inquiétez pas, on a déjà mis tous les antibiotiques pour contrer la méningite bactérienne, si c'est le cas. D'accord. Donc, tout de suite, il a été en fait soigné pour une maladie qu'ils avaient... Pour le pire. Il a été soigné pour le pire. Parce qu'il y a méningite bactérienne et méningite virale. Mm-hmm. Et donc, pendant les 5 heures, on attend de savoir si c'est bactérien ou viral. Horrible. Et donc, ils nous apprennent que c'est une méningite virale, mais qu'elle est très avancée. Enfin, qu'en gros, il est en mauvaise posture. Et moi, je dis, est-ce qu'il va mourir ? Et ils me disent, on ne peut pas vous dire. Et je dis, mais comment ça, vous ne pouvez pas me dire ? Il me dit, il est très malade. Ok, super. Oui. Ça fait 3 jours que je dis à tout le monde qu'il n'est pas bien, mais bon, bref. Donc là, vraiment, je me dis, il est très malade, mais c'est pas possible, c'est pas mon fils, c'est pas mon histoire, c'est impossible que ce soit comme ça que ça se passe. Enfin, vraiment, je suis dans un état que vous pouvez imaginer juste après avoir accouché. Enfin, c'est horrible. Alors, méningite virale, ça veut dire que c'est un virus. C'est un virus. On ne sait pas comment il l'a chopé. Ouais, on ne sait pas comment il l'a chopé. Et surtout, il n'y a pas vraiment de médicaments. Un virus, faut un peu le laisser passer, quoi. C'est ça. Sauf que lui avait un truc au cerveau, qui était monté au cerveau. Parce que la méningite, c'est un problème de méninge. Donc, c'est vraiment, ça touche effectivement le cerveau. Ouais. En fait, ils me disent, c'est une méningite virale. Donc, on va attendre que ça passe. Mais lui, ça s'est transformé en encéphalo... je ne me rappelle plus des termes exacts, mais en gros, son cerveau a été touché. Il avait très, très mal. Il avait beaucoup de douleurs. Il attrapait, je me rappelle, avec sa petite main. Il serrait
les parois de son petit truc de bébé, là. Il les serrait et il gémissait. Enfin, vraiment, il avait mal. Ouais, vraiment, le pauvre. Et je me disais, mais c'est atroce de vivre ça alors que tu viens de naître, une douleur pareille. Donc, il lui donnait de la morphine. Pour le soulager. Bah, oui. Et moi, mon cheval de bataille, c'était quand est-ce qu'il va s'en sortir ? Quand est-ce que ça va être bon, etc. Parce que du coup, à ce moment-là, quand le diagnostic de la méningite virale est posé, est-ce que vous avez le droit de retourner le voir ? Oui, on a le droit d'être avec lui dans un box fermé, puisque c'est contagieux, la méningite. Oui, on est en urgence pédiatrique à Trousseau, enfin en soins intensifs à Trousseau. Est-ce que ça se transmet aussi aux adultes ? Oui, mais moi, rien à foutre. Mais rien à foutre. Donc, il n'y a pas de protocole de protection. Non. Vous n'êtes pas en blouse, Charlotte. Non, on est avec lui. D'accord. Et vous pouvez être là, lui tenir la main, le prendre. Mais pas le droit de le prendre. Pas le droit de le prendre. Non. De toute façon, il était trop mal en point. Enfin, vraiment, j'aurais même pas osé le soulever de son lit. Il était avec plein de fils et tout ça. D'accord. Et alors, le pire moment de ce moment difficile, c'est le lendemain. Donc tout ça, c'est évidemment à 19h, donc quand il fait nuit. Tu passes la nuit à te dire, bon, machin, il y a le diagnostic qui tombe. On passe la journée où là, ils sont autour de lui, ils savent pas trop quoi nous dire. En fait, ils nous disent, il faut attendre que ça passe. Ils savent pas trop quoi nous dire. Moi, j'arrêtais pas de demander, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a ? Comment on peut faire ? Comment, etc., etc. Jusqu'au moment où la chef de service vient nous voir et nous dit vous avez rendez-vous demain avec la psychologue de la réanimation pédiatrique. Donc je dis ok, très bien. Elle dit oui parce qu'il faut que vous parliez de ce qui est en train de se passer. Donc on vous a calé un rendez-vous demain à 15h. Donc je dis ok. Et là, je sors de la petite chambre qui nous est réservée et je vois en face de moi protocole fin de vie nourrisson, rendez-vous psychologue. Donc, je me tourne vers mon mec et je dis, en fait, ils sont en train de nous préparer à son décès. Là, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Et on m'a confirmé que c'était le cas. En fait, ils ont eu très, très peur. Mais t'as lu ça où ? Je comprends pas. Sur un tableau écrit, tu sais, il y avait des choses écrites sur un tableau Velleda. Ah oui. Et je vois en face vraiment de notre chambre. Donc, je réalise en fait que c'est bien plus grave. Enfin, c'est pas bien plus grave parce que je savais que c'était grave, mais c'est très grave. On vit à un moment très, très grave. Et donc, il y a un protocole fin de vie nourrisson. Ouais. Avec un encadrement psychologique, heureusement. Mais oui, tu pensais pas voir la psy pour ça, a priori. Non, moi je m'étais dit, on vit quelque chose de difficile, donc il faut qu'on extériorise, voilà. Mais ceci dit, comme je n'avais pas de réponse à mes questions qui revenaient sans cesse, c'est est-ce qu'il va mourir ? Et qui me disaient, on ne peut pas vous dire. Je savais qu'on était dans une situation très critique. Et le rendez-vous était prévu pour le lendemain matin. Donc, il y avait encore une nuit entière à attendre. Et donc, encore une nuit où tu aurais voulu être endormie. Mais complètement. Anesthésiée. Oui, anesthésiée. Et en même temps, j'avais envie d'être avec lui. Donc, c'était... Donc, vous dormiez à côté de lui dans la chambre ? On dormait assis. On dormait pas. Oui. Et cette nuit, donc, qui a précédé le rendez-vous avec la psychologue, il arrête de respirer. Donc, il y a tous les trucs qui se mettent à clignoter, à biper. Tout le monde arrive et il se fait réanimer devant nous. Et là, c'est là où j'ai compris ce que c'était la dissociation. Parce que j'avais entendu des témoignages dire « je n'étais pas vraiment dans mon corps ». Et je me disais « c'est quoi ça ? Comment tu arrives à te sortir de ton corps, tu vois ?» Et là, ce moment où je le vois, putain, je savais que j'allais pleurer en plus, pardon. Mais je t'en prie. Ce moment où je le vois réanimé, je me dis, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Donc mais vous pouvez rester quand même dans la pièce. Enfin, ils prennent même pas le temps de vous sortir. Non, en fait, voilà, c'est tellement un moment dur que on est à côté, quoi. On regarde. Et je regarde mon fils se faire réanimer. C'est-à-dire avec les... non, parce qu'il est trop petit. Ah bah oui, non, donc ils mettent des doigts sur son torse. Et massage cardiaque. Et ils lui disent « Lino, réveille-toi, Lino, réveille-toi, Lino, réveille-toi ». Et je le vois, il est en train de partir, quoi. Il est en train de partir. Et ce qui est fou, c'est que ce moment, je ne m'en souvenais pas. C'est 1 an après, je crois,
Grégoire qui me dit « Mais tu te souviens quand même ça ?» Et je lui dis « Mais n'importe quoi !» Il me dit « Mais tu te souviens pas qu'il a été réanimé devant nous ?» Et je lui dis « Ben... » Et là, c'est revenu à ce moment-là. Mais j'avais occulté ce moment de réanimation, quoi. Mais parce que c'est trop dur pour le cerveau, en fait. Et donc, dissociation. Vraiment, je me souviens de me voir cette scène. C'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est autre chose. C'est un film que je regarde. Et donc, il est réanimé. Il sort, il respire. Donc là, ils me disent, on va certainement le mettre en réanimation. Parce que s'il perd son souffle comme ça, il a trop de morphine. Comme il avait trop de douleur, en gros, il est vraiment mal en point. On va certainement le transférer en réanimation. Donc, il est quand même, il reprend une respiration à peu près normale et vous restez dans sa chambre avec lui en réa. Vous pouvez toujours être auprès de lui. Alors, finalement, il ne le transfère pas parce qu'il n'y avait plus de place en réa. Donc, comme il était maintenu, stable etc., il disait, de toute façon, la réa, c'est un étage en dessous. Il n'y a qu'un truc à faire. Bon, en tout cas, il nous laisse là. Et moi, vraiment, j'attendais, dès qu'il y avait quelqu'un qui entrait dans la pièce, j'attendais des réponses, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Et alors, il te donne des explications? Pas vraiment. Non, ils sont très... ils sont pas formés à la communication, les médecins. Mais je pense surtout qu'ils sont très prudents. Exactement. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, la chef de service, après. Parce que j'ai après discuté avec elle quand tout ça a été fini. Elle m'a dit, en fait, on ne peut pas se permettre de dire à des gens, votre bébé va s'en sortir, alors que si jamais c'est pas le cas, voilà. Oui, et puis c'est tellement aléatoire. Enfin, il peut aller bien 1 minute, et puis la minute d'après, exactement. Ses constantes s'effondrent. C'est imprévisible, quoi. Donc là, le jour finit par se lever. Vous avez ce rendez-vous psy. On a ce rendez-vous psy. Qui est maintenu, quand même. Qui est maintenu. Et entre-temps, on a cette chance d'avoir la chef de service qui entre dans notre chambre à, je dirais, vers 13h, donc 2 heures avant, et qui nous dit « Il est stable, il est stabilisé ». Et je dis « Mais ça veut dire quoi ?» Elle me dit « Ça veut dire qu'il va s'en sortir. » Donc là, c'est bon. Mais il peut tout m'arriver là. Tout. Je m'en fous de tout. Mon fils va s'en sortir. C'est la seule chose que je voulais entendre depuis 4 jours. C'est ça. Donc c'est... Elle me dit c'est bon, il va s'en sortir. On a compris quelle était sa souche, quel était son truc. On sait le soigner. On sait le soigner. Et ça, elle te le dit avec certitude. Oui, et je me souviens de la voir arriver presque en courant. Ah oui. Donc vraiment, en ouvrant la porte sans frapper, en disant il est stabilisé, il va s'en sortir. Donc là, voilà. Elle devait être tellement heureuse aussi. Elle était trop contente. Ça. Ouais, trop contente. Donc, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Soulagement. Ouais, soulagement. Mais vraiment, et ça, c'est quelques heures seulement, peut-être 10 heures après sa réanimation. Donc, comme s'il avait fait un truc le pire, il avait touché le fond et il était remonté, tu vois. Et là, elle me dit, vous avez sauvé la vie de votre fils. À moi, en me regardant dans les yeux. Elle me dit, vous lui avez sauvé la vie. Elle dit, vous seriez parti chez vous, il serait décédé. Elle dit, je vous le dis, c'est très franc, c'est très brut, mais le fait d'avoir refusé de signer le bon de sortie, d'avoir tenu absolument à ce que quelqu'un vienne le consulter, etc., ça lui a sauvé la vie parce que c'était une question d'heures. 6 heures plus, ça aurait été trop irrécupérable. Putain, je trouve ça hyper honnête et et de sa part que tout de suite, elle t'ait dit ça, parce qu'en plus, j'imagine ce que ça a dû... j'imagine ce que ça a dû te faire, toi, en termes de, de conviction de mère et de te dire, voilà, je sais ce que je sens, je sais ce que j'ai vu, je sais... c'est un bel acte, je trouve, de... d'humilité, mais t'as raison. Et de dire, voilà, en fait, même nous, les médecins, on est faillibles. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Et il faut écouter les mères. Exactement. Il faut écouter les mères. Parce que nous, on connaît nos bébés. Même s'il avait 3 jours, je savais qui il était. J'avais compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je me souviens de Grégoire qui se tourne vers moi et qui me dit, voilà, pour moi, ça y est, t'es au-dessus du soleil. Parce que même lui, il me disait, écoute, arrête avec tes trucs là.
Oui, oui, tu étais vraiment seule contre tous. Oui, mais personne n'était méchant, tu vois. Non. C'était juste qu'ils me disaient non, mais t'inquiète et tout. Je savais, Oui, je t'inquiète. savais. Le fameux t'inquiète. Ouais, ça va aller. Il va se réveiller. Ça va aller mieux en mieux chaque jour. Non, non. Ça t'a fait quoi qu'elle te dise ça, cette chef de service? Ça ne m'a rien fait. En fait, j'étais tellement dans un truc de soulagement de mon fils va s'en sortir. Enfin, on avait passé 4 jours en pronostic vital engagé plus à le voir perdre connaissance, se faire réanimer. Enfin, que c'était vraiment tellement de bonheur que j'ai pris l'info. Tu planais. Et je planais. Et je planais. Et ensuite, bon, après, on a passé quand même un mois en soins intensifs. On n'est pas sorti tout de suite. Hein. Il a mis un mois à s'en sortir. Mais on savait qu'il n'allait pas mourir. Oui. Et vous êtes rentrés on chez est vous ou pas avec lui. Ah non, vous êtes restés hospitalisés aussi. Vous aviez votre chambre? Non, on n'avait pas de chambre. Ouais. Donc on s'alternait. Il y en avait un qui rentrait pour la nuit, mais toute la journée, de 8h à 20h, on était avec lui. D'accord. Et donc là, on a pu commencer à le porter. Moi, je me suis mise en défi de... Je ne pouvais pas l'allaiter puisqu'il était sondé. Donc, je tirais mon lait, je lui mettais le lait dans la sonde. On est devenus méga potes avec les sages-femmes, les infirmières, les aides-soignantes, qui ont été incroyables, vraiment incroyables, du début à la fin, parce que vraiment, c'est difficile aussi pour elles d'accompagner des parents qui perdent leurs enfants et tout. Parce qu'il y en avait, pendant notre séjour, on a vu des parents perdre leurs enfants. Et je me dis, waouh, quand c'est ton quotidien, quoi. C'est leur quotidien. Et il n'y a que des femmes. On se rend compte. Il n'y a que des femmes. Femmes pédiatres, femmes chefs de service, femmes aides-soignantes, femmes infirmières. Donc, 1 mois de vie entre parenthèses. Est-ce que toi, tu es inquiète d'éventuelles séquelles? Est-ce qu'on te parle parce que bon, une fois qu'il est sauvé et que le pronostic vital n'est plus engagé, c'est quoi la suite? Eh ben, c'est pour voir s'il n'a pas de séquelles de lésions. Donc ça, c'est aussi une autre angoisse. C'est IRM. Donc lésions neuro, a priori, parce que son corps n'est absolument pas touché. Et puis, alors, il a perdu 1 kilo quand même pendant tout ça. 1 kilo en 5 jours. C'est donc, beaucoup. Heureusement que c'était un gros bébé. Oui. Parce que du coup, il a fini à 3,6 kg. Ce qui est un poids finalement il avait un peu des réserves pour il avait tenir. Des réserves, grâce à ma bouffe. Mais oui, mais il a puisé aussi ce dont il avait besoin, tu vois, c'est fou. Du coup, pour qu'on comprenne bien ce qui lui est arrivé à Lino, donc il a chopé un virus. Certainement au moment de la césarienne. Ah oui. Certainement au moment où il a été sorti. C'est ce qu'ils m'ont dit, parce qu'ils ne savent pas comment il l'a chopé. Donc ils me disent ça a dû être à ce moment-là. Où il y a des échanges de fluides, de sang, de machin. Il y avait peut-être un truc... voilà. Et donc, il existe aussi la méningite bactérienne que tu redoutais plus que tout. Pourquoi tu la redoutais tant, celle-là? Parce que la méningite bactérienne, c'est beaucoup plus agressif. Quand c'est viral, c'est que c'est une infection, c'est qu'il y a une bactérie dans ton corps. Donc, ça peut se propager très, très vite. Mais c'est également une maladie qui peut être traitée si elle est prise vraiment tout de suite. Oui, c'est ça. Même la méningite bactérienne peut être soignée. Tout à fait, exactement. Mais les deux sont quand même assez fulgurantes. Oui, les deux sont fulgurantes. Mais moi, ma chance, c'est de n'être jamais rentrée chez moi. Ouais. Parce que c'est vrai que la méningite, si elle arrive quand on est chez soi, qu'on n'a pas forcément les bonnes infos, ça peut ressembler à une forte fièvre. Exactement, à une grippe. Voilà. Et bon, un enfant, ça a régulièrement... un bébé, puis un enfant, ça a régulièrement de la fièvre. Donc, on peut ne pas s'inquiéter plus que ça. Ouais. Est-ce que tu sais les symptômes supplémentaires, les points de vigilance à observer chez un bébé ou un enfant pour justement essayer d'identifier parce que les personnes qui nous écoutent là, évidemment, c'est bien de leur donner un peu des billes pour qu'on sache et pour pas trop s'inquiéter. Oui, bien ou sûr. Au contraire, justement, savoir identifier la maladie. Donc, forte fièvre, vraiment ça, très c'est forte. Le truc. Pas de symptômes, nez qui coule. Enfin, je dis ça, je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il n'y a pas de symptômes comme le rhume. De rhume, C'est-à-dire rhume, Covid, peut-être même grippe, il y a quand même des petits symptômes. Là, il n'y a pas de symptômes, à part la forte fièvre. Un bébé ou un enfant qui est anormal,
qui a le regard dans le vide, qui n'est pas comme d'habitude. Ouais. Peu amorphe. Ouais, amorphe, ce qui arrive aussi avec la grippe. Et alors, le truc qu'il faut absolument... pour moi, il faut partir aux urgences à partir du moment où le bébé vomit. Si le bébé vomit, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas là, vraiment. Mon fils n'a jamais vomi, lui, mais j'ai lu que les symptômes vraiment de la méningite, c'est forte fièvre, vomissement tout d'un coup, et évidemment la nuque raide. Et la nuque raide, il y a des exercices à faire chez soi sans forcément consulter SOS médecin. C'est vraiment un truc, tu sais, où tu l'assois, tu vois s'il arrive à tenir sa tête ou quoi. Je ne sais plus très bien comment c'est. Mais... Je crois aussi que la méningite bactérienne provoque une nécrose des membres ultra rapide. C'est pour ça qu'on l'appelle fulgurante. Et moi, j'ai eu à l'époque, quand mon fils était tout petit, on avait des voisins dans notre immeuble, dont un des garçons, ils avaient deux petits garçons trop mignons, et leur fils aîné était amputé des 2 jambes. Ah oui, comme Théo Curin, c'est une méningite bactérienne qu'il a eue. Ah voilà. Et en fait, on partageait la même pédiatre, ces voisins-là et moi. Et nous. Et donc, un jour, je vais faire examiner mon fils chez cette pédiatre et je ne sais pas comment on en vient à parler de ce petit voisin qui est amputé des 2 jambes, mais moi, je ne savais pas comment ça lui était arrivé. Et ma pédiatre me regarde avec un regard que je sens glacé de ce souvenir-là, parce qu'elle me dit, c'est moi qui ai diagnostiqué la méningite chez ce petit garçon. Et en fait, c'était une question de secondes. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle m'a expliqué qu'on pouvait, en appuyant, tu sais, sur la peau des bébés, enfin des enfants, donc on appuie comme ça sur les bras ou les jambes. Et si on voit que l'empreinte du doigt reste rouge, plus de 2 secondes, c'est qu'il y a un problème. Et que les membres sont en train d'être nécrosés, parce que la nécrose, ça va très très vite. Et c'est ça qui fait que du coup, quand l'enfant est arrivé à l'hôpital, sur ses 2 jambes, il fallait les couper. C'était la seule façon de stopper la bactérie qui monte et puis qui atteint le cœur et qui provoque la mort. Exactement. Bon, pardon, c'est très trash ce que je raconte, mais c'est la réalité en fait. Et non, mais ce test du poing sur le torse, il est essentiel. Tu appuies sur le torse. Si l'empreinte du doigt reste plus de 2 secondes, il faut aller aux urgences. Voilà. En gros, vous ne vous posez pas de questions. Quoi. C'est vrai que c'est un bon test. Bon, de toute façon, dès qu'il y a une très forte fièvre, il faut consulter. Mais c'est vrai que la méningite est traître. Parce que voilà, on n'imagine pas qu'une simple fièvre, entre guillemets, peut arriver jusque-là, quoi. Ok, donc vous passez 1 mois à l'hôpital. Voilà. Lino reprend du poil de la bête, finalement. Ouais. Alors, il reprend pas de poids, donc c'est quand même compliqué. Vraiment, il met du temps à se remettre. Je pense qu'il s'est remis vraiment de sa maladie quand il avait 6 mois. Donc, ça a été très, très agressif. Une convalescence très longue. Hyper long. On regarde les photos de lui à 3 mois. Il était tout pâle, il avait des grandes cernes. Enfin, c'était un bébé qui était vraiment un survivant. Enfin, vraiment clairement, quoi. Et donc, au bout d'1 mois, vous pouvez rentrer chez vous et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de séquelles, a priori. Il passe des IRM. Ouais. On est reconvoqué ensuite 1 fois par mois pour faire des électroencéphalogrammes pour vérifier. Mais pareil, je sens que ça va. Là, je me dis, bon, on va aller faire les encéphalogrammes, mais je vois bien son regard, je vois bien que ça va aller, qu'il n'y a pas de problème. Donc, on fait les tests, évidemment, aucun problème. Donc là, maintenant, il grandit de manière normale. Mais quand je suis retournée à l'hôpital avec lui pour faire les encéphalogrammes, les électroencéphalogrammes, j'ai recroisé la chef de service qui m'a vraiment dit, elle dit, vous savez, toutes les minutes, c'était des minutes de gagner pour lui. Elle dit vraiment, on s'attendait à ce qu'il parte, en fait. Vraiment, ça a été un moment critique pour nous aussi. Comment c'était pour toi, justement, d'entendre ça, rétrospectivement ? C'était quelque chose que j'avais pas vraiment envie de savoir, je pense. Parce que moi, je suis rentrée avec de nouvelles angoisses débloquées, des angoisses de mère, parce que
pour mon premier fils, j'étais angoissée, mais pas trop. Maintenant, je suis une mère méga angoissée et c'est atroce d'être une mère angoissée. J'ai peur de tout. Dès qu'ils ont de la fièvre, je suis en mode c'est une méningite, il faut aller aux urgences, etc. Enfin, je vois bien que ça a modifié mon comportement. Bien sûr. Donc, qu'elle me dise ça n'a fait qu'accroître mon angoisse. Et en plus, elle m'a dit ensuite, mais la pauvre, en fait, elle sait que son quotidien, elle se rendait pas compte que ça me touchait à ce moment-là. Elle me dit, vous savez, la semaine dernière, il y a un petit garçon qui est mort de la même chose que Lino. Donc vraiment, j'étais, ok, d'accord, bon. Et justement, est-ce que vous avez eu besoin de soutien psychologique pendant cette période-là ? Après, quand on est rentré à la maison, moi, j'ai eu besoin d'aller voir ma psy à moi, que j'allais voir avant. J'avais arrêté d'être suivie, je suis retournée la voir. Ça m'a aidée, mais bon, ça n'a pas annulé mes angoisses. Ouais. Je suis hyper angoissée maintenant. Donc, retour à la maison, rencontre avec son grand frère. James. Et donc là, vous avez embrassé une nouvelle vie à nouveau, un nouveau chapitre. C'était comment ? Ça a été... Alors, ce qui est étrange, c'est que ni Grégoire ni moi avons des souvenirs de Lino tout petit. C'est fou quand même. On n'a aucun souvenir de Lino à 6 mois, 7 mois, 8 mois. Bon. On a des souvenirs de lui à 1 an et demi quand il commence à marcher. C'est dingue. Et je pense qu'en fait, on a tellement été traumatisés par ce qui lui arrivait en début de sa vie que nous aussi, on a eu un sas de convalescence en fait, psychologique. Bien sûr. Donc, on a été presque en pilote automatique pendant 6 mois, 7 mois. Et Lino, il était comment, lui ? Est-ce il a tout d'un coup, il a ouvert les yeux, il a interagi, vous l'avez rencontré enfin ? Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'a pas la même personnalité qu'avant ses 1 an. En fait, Lino est devenu la personne qu'il est à 1 an. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas de souvenirs. Oui. En fait, c'est un bébé qui a été en convalescence pendant 1 an. Il a vraiment été presque pas amorphe, mais c'était un bébé qui était presque placide, très souriant, donc aucun problème. Mais tu le posais dans un coin de la pièce et tu pouvais le laisser 6 heures, quoi. Enfin, j'exagère pas, mais... Ouais. Donc, du coup, on n'a pas rencontré sa personnalité. Il suivait, c'était un suiveur, quoi. Donc génial pour nous, parce que très facile, un bébé très, très facile. Et pas malade pour autant. Pas tant malade. Il était en bonne santé. Oui, mais tu vois, il devait entrer à la crèche J'avais obtenu une place en crèche, donc il devait entrer à la crèche vers 4 mois. J'ai annulé. Ouais. J'ai dit à Grégoire, je m'en fous, je préfère qu'on fasse des économies de malades et qu'on prenne une nounou à domicile, mais je ne veux pas qu'ils soient en collectivité. Je ne pourrais pas le supporter, là, en tout cas. Les virus de bébé, etc. C'était trop émotionnellement pour moi, je ne pouvais pas. Et il m'a dit OK. Donc, il a été gardé, donc pas beaucoup de maladies. Ça, c'était cool. Ouais. Et à 1 an, mon Dieu. Une nouvelle personnalité. C'est vrai ? Nouveau bébé. Ouais. Il s'est mis à marcher. Et là, ça a été la tornade. Mais la tornade, c'est un enfant qui est... Il est passé d'un bébé calme, très calme. Très, très trop calme. Exactement. Presque. Trop calme. En fait, il attendait. Alors, je vais bien me remettre, mais je vais bien vous faire chier après. Ah ouais, c'est une tornade. Mais c'est fou. Il est génial. Hein. C'est pas un enfant qui est difficile. C'est juste que c'est... Waouh, c'est beaucoup d'énergie. Intense. Intense. Comme si, là, il y avait tout qui sortait, quoi. Il est devenu, il s'est rattrapé. Voilà, il a rattrapé sa vie, sa première année. Donc, il saute partout, il rigole, il fait des blagues. Il est plein de vie. Plein de vie, exactement. Et ça, on est content qu'il soit plein de vie. Exactement, franchement, évidemment. Bon, et c'était comment votre nouvelle vie à 4, là, avec Grégoire ? Grégoire qui est devenu père après avoir été un super beau-père. Quelle première expérience, oui, le pauvre. C'est sûr. Super. On a assez vite trouvé nos marques tous les 4. James a été hyper investi avec son frère. Donc, vraiment, ça s'est bien passé. Problème de sommeil, bien sûr, de Lino. Impossible de le faire dormir pour la sieste, pour machin. Donc, nous, on s'est toujours dit... Il est traumatisé de ce qui lui est arrivé. Donc, on a été plutôt dans l'acceptation de ne pas dormir pendant 2 ans. Donc, un peu compliqué. Ah ouais, 2 ans. Ouais, 2 ans. Toi, tu as recommencé à bosser à quel moment ? J'ai recommencé à bosser en janvier. Donc, il avait 4 mois. Assez rapidement, quand même. Parce que vous avez passé 1 mois à l'hôpital. Ouais. Donc, finalement, tu as passé 2 mois après en congé mat réel. Exactement. Ça t'allait de recommencer Oui, j'avais besoin.
de penser à autre chose. Parce que j'ai tellement été focus sur lui que tout d'un coup, tu n'existes plus. Vraiment, déjà, le postpartum, c'est ça. C'est tu t'oublies en tant que femme. Mais là, c'était je m'oublie en tant que femme, je m'oublie en tant que mère de mon autre enfant, je m'oublie en tant que femme de Grégoire. Là, vraiment, je suis sur la santé de mon fils. Et donc, en boucle, surtout. Enfin, vraiment. Donc, ça m'a fait du bien de sortir du cadre de ça. T'étais sur quoi, là, du coup ? J'étais sur M6. Et en juin 2023, donc Lino a 7 mois, France Télé m'appelle et me propose de prendre Télématin. Mais oui. Donc, émission compliquée où tu dois te lever à 3h du mat' quand même. Et j'accepte direct parce que super même pas peur. Ouais, puis en plus, Télématin, c'est 3 heures de direct. C'est vraiment un truc hyper gros. C'est une institution. Et puis, j'étais hyper contente de rejoindre le service public. Donc, j'accepte tout de suite. Et tout se passe bien. Lino ne dort pas. On est crevé. Moi, je me lève à 3h du matin régulièrement en étant éveillée depuis 1 heure, 2 heures, minuit. Parce que mon fils dormait pas. Ouais, c'était vraiment dur. Mais t'as fait comment ? Ça allait ? Tu faisais des siestes après l'après-midi ? Je faisais des siestes. Et puis, je sais pas, Grégoire et moi, on était une bonne team. Enfin, ça marchait. Il y avait quand même... C'était dur. Aujourd'hui, je regarde je me dis, waouh, quand même... Vous avez tenu, il n'y avait pas trop de tension. Zéro baby clash. La fatigue, on le sait, ça provoque... Non, on s'est embrouillé, bien sûr. Non. Mais pas... On a dû s'embrouiller 2 fois, quoi. Tu vois, c'était vraiment cool. Carrément. Ouais. Non, franchement, super, quelle équipe. Super team. Mais en fait, je pense tout simplement qu'on était juste tellement heureux qu'il soit en vie qu'on disait on accepte n'importe quoi, en fait. Bah oui. Et en décembre 2023... j'ai un retard de règles, sachant que... il faut savoir que moi, je suis en préménopause. Donc... Oui, on te l'a dit, ça a été diagnostiqué. Voilà, c'est quand je suis tombée enceinte, le professeur qui m'a suivie m'a dit « c'est formidable ». Après, bon, voilà, c'est un miracle. Voilà, c'est un miracle. Ouais. Exactement, c'est un miracle. Ouais. Donc, il faut savoir que je suis en matinale avec un bébé qui ne dort pas. Donc, inutile de te dire que notre activité sexuelle, elle est vraiment basse. Faible. Hyper faible. Donc, j'ai un retard de règles. Pour moi, j'ai un retard de règles parce que je suis crevée. Mais tu ne prends plus de contraception, évidemment, puisqu'on t'a dit que t'étais... Ça fait 4 ans que je me mets des injections dans le ventre. Je me dis, c'est fini les hormones, j'arrête. On fera attention. Et puis, de toute façon, on ne fait pas l'amour. Donc, on le fait, mais vraiment faiblement. Donc, voilà. Peu de risques. Peu de vraiment. risques. Et peu de chance. Mais infime chance. Et donc, retard de règles. On part en vacances pour Noël. Ça fait quand même 3 semaines. Je me dis, 3 semaines. Et étant donné que j'avais tant saigné les tests de grossesse, j'avais tellement fait de tests de grossesse, j'avais compris que dès que j'en faisais un, mes règles arrivaient. Ah bah oui. Comme si ça débloquait quelque chose psychologiquement. Oui. Donc, je dis à Grégoire, va me chercher un test, ça va débloquer mes règles. Mais vraiment, je vous jure, jamais de la vie, j'imagine que je suis enceinte. Donc, il me dit, tiens, je t'ai ramené ton test, va le faire et tout. Et là, je fais le test de grossesse. Et comme je suis enceinte de plus d'1 mois, barre immédiate. Mon Dieu. Et là, mais je vacille. Je vacille. Parce qu'on ne dort pas. Je suis en matinale. Je viens de commencer. J'ai commencé en septembre. Oui, il y a 6 mois. Mon nouveau boulot. Même pas, il y a 3 mois, ah oui. Tu vois. Ah mais oui. 4 mois, quoi. Et notre fils vient d'avoir 1 an. Il est né en octobre, on est en décembre. Et je descends, on est en vacances, je descends l'escalier, je me tiens à la rampe. Ah oui, tu vacilles vraiment. Mais je vacille, je me dis, mais c'est impossible. Tes jambes ne te portent plus. Exactement. Et Grégoire me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il voit que je suis tellement blanche. Et je dis, c'est positif. Et là, il explose de rire. Il rigole, mais vraiment, il rigole. Et il me dit, mais c'est dingue. Il dit, c'est fou. Et là, il me dit, c'est la vie. Et en fait, en une demi-seconde, on s'est dit, mais bien sûr, c'est la vie. Bien sûr. Et en plus, c'est une fille. Oh là là, mais ça, tu ne le savais pas, mais, mais c'était écrit, évidemment. C'était la fille. Après 2 garçons. Non, mais incroyable. Oh là là, quelle bonne nouvelle. Ouais, vraiment trop bonne nouvelle. Donc, tout de suite, vous switchez en mode, on y va, quoi. Ah, mais je crois que sa réaction... Oui. Était sans appel. Oui, et puis tout me... Moi, j'ai toujours eu envie de plusieurs enfants. Oui. Et puis là, c'était tellement... Je me suis dit, là, si elle est là, c'est qu'elle a envie d'être là. Ah bah, je suis en préménopause. On ne fait jamais l'amour. Là, c'est vraiment un coup du sort, mais vraiment...
Le cadeau, quoi. Allez, le cadeau. Vas-y. Et alors, je vous raconte ça parce que c'est quand même important de le souligner. Je reçois dans mon émission, Télématin, le professeur qui m'a inséminée. Oh. Il vient pour parler de la GPA pour toutes, parce que lui, très actif dans le droit des femmes. Mais c'est toi qui l'invites? C'est pas moi. Parce que moi, je me dis, mon Dieu, il m'a vu les jambes écartées, c'est trop bizarre. En interview, en direct, tu vois, c'est quand même bizarre, quoi. Bah oui. Je me dis, bon, bah là, quand même, il connaît tout de Bonjour, moi. Professeur. Oui, voilà, donc bonjour. Non. Donc, il fait son interview sur un autre sujet. Et je peux pas m'empêcher à la pause, à la coupure pub. Je vais dans sa loge et j'étais enceinte de 3 semaines, enfin de un peu plus d'1 mois, quoi. Et je vais le voir et je lui dis, il faut que je vous dise, je suis enceinte. Et il me regarde. Je peux donner son nom parce que c'est une institution, c'est le professeur Oliven. Ah bah oui. Donc, voilà, mais tu sais qu'il a fait, j'ai fait un épisode avec lui. Mais extraordinaire. Mais quel homme. Bien sûr. Quel homme. Et il me dit, je peux vous dire quelque chose. C'est ma spécialité, hein. J'ai presque 70 ans. En matière de corps des femmes, on n'y connaît rien. C'est ça. Et je me suis dit, oui, il a raison. Mais oui. La preuve. Encore une belle preuve d'humilité de la part du corps médical. Mais c'est vrai, c'est un mystère. Que personne n'arrivera jamais à percer, même les plus grands médecins qui ont des années d'études derrière eux et d'expérience. C'est vrai que c'est ça aussi qui est génial avec nos corps et nos histoires et nos trajectoires, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu, dans le bon comme dans le mauvais. Mais la 3e grossesse s'est passée aussi bien que les 2 autres? Oui, alors j'étais très malade au début. Ah ouais. Voilà, 3 premiers mois, normal. Et non, mais ça s'est bien passé. J'ai pris 40 kilos. Et donc, voilà. Et donc, Ella est arrivée par césarienne à nouveau, programmée. Ouais. Tout s'est très bien passé. On a accouché à Trousseau. Les infirmières qui avaient sauvé la vie de Lino sont venues nous voir dans la chambre pour nous faire des gros bisous et tout. C'était génial, vraiment génial. Ouais, ça vous allait de retourner là-bas? Ah oui, pour moi, c'était important. Oui, non seulement parce que je me disais, si jamais il y a un problème, on est dans le meilleur endroit possible. Oui. Et puis pour moi, c'était j'avais pas envie de changer, c'était notre histoire. Et alors, cette petite fille qui est arrivée, donc 1 an et demi, 2 ans après Lino? Il avait 1 an et 8 mois. Ah oui, c'est ça, même pas 2 ans après. Tu l'as scrutée plus que de raison, ou tu as réussi à... Non. À profiter? J'ai pas scruté. Tu l'as pas trop scruté? Non, j'ai pas... Elle est née en août, donc c'était un peu moins... C'est pas l'hiver. Peut-être que ça aurait été l'hiver, j'aurais été plus stressée. Elle t'a rassurée tout de suite? Oui. Ouais. Et du début, là, à 9 mois, c'est un bébé qui est... c'est le cadeau, quoi. Vraiment, du début à la fin. Elle est adorable, elle fait que sourire, elle est calme, elle est cool, voilà. Elle dort? Elle dort. Enfin, elle est trop mignonne, quoi. Trop, trop mignonne. Elle a compris qu'il ne fallait pas t'inquiéter. Exactement. Ouais, c'est ça, elle a pris cette place-là. Donc aujourd'hui, elle a à 9 mois. Oui. Encore toute petite. Oui, un bébé. Oui. Lino, donc... À 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et le grand James... À 10 ans et demi. À 10 ans et demi. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. J'aimerais être beaucoup moins stressée, mais ça va très bien. On est une belle famille, on s'entend bien, c'est top. La garde partagée se passe super bien. On a une chance quand même d'avoir cette grande famille. Ouais. On est une grande famille. Parce que Léo a eu un enfant avec sa compagne qui a 1 mois et demi. Elle est toute petite, la petite. Oui. C'est aussi une fille. C'est aussi une fille. Donc mon fils mignon. James a 2 sœurs qui ont quelques mois d'écart. Incroyable. Voilà. Ouais, tout ça continue de bien se passer. Ouais. Exactement. Avec l'arrivée des enfants, ça continue aussi. C'est une grande, chouette. grande famille. Ah ouais, c'est génial. Et alors toi, tu entames une nouvelle page de ta vie pro, là. Raconte-nous. Étant une grande auditrice de Bliss, je regardais aussi beaucoup les maternelles. Et on m'a proposé de prendre le relais d'Agathe Le Caron qui s'arrête. Et alors là, c'est le meilleur truc au monde. Oui, c'est génial. C'est mon sujet. Je serai entourée de gens qui peuvent me répondre à mes propres questions, puisque vraiment, j'ai des enfants en très bas âge. Donc, je suis vraiment dans le sujet. Je suis trop contente de faire cette émission.
Bah écoute, en tout cas, je te souhaite de t'éclater dans cette nouvelle page professionnelle. Merci pour l'invitation. Bah, Merci. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, même dans les interviews où on parlait de mes enfants et tout, mais je trouvais que c'était le bon endroit et le bon moment. Écoute, je te remercie infiniment et je suis très honorée d'avoir recueilli toutes ces confidences et ces souvenirs douloureux aussi, parce que c'est pas facile de se replonger dans ces moments qui sont des traumas. Hein. Donc, merci pour ta confiance. Et puis, je sais que ton témoignage va arriver dans les bonnes oreilles, sans pour autant affoler, inquiéter outre mesure. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir ces clés-là, de ces points de vigilance, de savoir que ça existe et de savoir adopter les bons réflexes. Et surtout, écoutez-vous. Écoutez, les mères savent. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Exactement. En général. L'intuition des parents, hein, je dis les mères, mais aussi les pères, mais nous, c'est vraiment très physique. Écoutez-vous. Enfin, voilà, moi, je ne laisserai plus jamais personne me dire « mais non, tout va bien ». Quand je sens... Et voilà, il faut s'écouter. Merci infiniment, Merci à Marie. Toi. Belle route à vous tous. On embrasse Grégoire, James, Lino et Ella. Et puis Léo, et puis sa petite sœur, et puis Ornella et tout ce magnifique clan-là qui rayonne autour de toi. Belle route. Et puis, on a trop hâte de te voir dans cette nouvelle émission. Merci beaucoup, Clémentine. À bientôt, Marie. Merci beaucoup. Ciao.